La conférence ou le sujet qu'on a amené bien-être, c'est le cas de Salmonella Dublin, dont on va vous parler dans la prochaine diapo, a été le cas qui nous a orientés, qu'on a saisi la balle au bon pour sensibiliser l'industrie bovine à l'importance de la biosécurité dans vos fermes, avec ce cas-là. Puis, c'est là qu'on s'est pris en main pour peut-être aller chercher des fonds concernant le bien-être. On a tout attaché ça pour finalement nous parler du cas de Salmonella Dublin, une belle opportunité pour la biosécurité en production bovine. J'inviterai M. Rémi Laplante, vétérinaire, et également il travaille à la Fédération des producteurs de bovins du Québec. M. Laplante est diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 82. Il a fait de la pratique générale dans le secteur laitier et le secteur bovin au Saguenay-Lac-Saint-Jean de 82 à 88 et dans l'Anaudière de 88 à 2016. Vétérinaire conseil pour les producteurs de bovins du Québec depuis janvier 2015. Il veille à tous les secteurs de production, veaux de lait, veaux de grains, veaux d'embauche, bouviens d'abattage, vaches de réforme et veaux laitiers. Donc, monsieur Laplante, je vous inviterai à venir nous parler du cas de Salmonella Dublin. Merci. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup au comité organisateur de m'avoir invité. Je pense que les tribunes sont toujours les bienvenues pour parler de ce sujet de l'heure-là. Donc, j'ai décidé de vous parler un petit peu du cas clinique qu'on a eu en début d'année. Puis, ça va être la partie Salmonella Dublin, puis ça va nous amener à regarder les mesures de biosécurité qui peuvent être directement reliées au contrôle de cette maladie-là, puis particulièrement au cas qu'on a vécu. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître, puis c'est toujours intéressant de reconnaître ce qui se passe chez soi pour dire, ben oui, ça, je serais capable d'appliquer ça, et ou bien ça, je devrais l'appliquer. Le 12 janvier, on a été avisé de ce cas-là, qui était assez explosif, puis qui nous a obligés à faire la distribution d'un dépliant pour commencer de l'information chez les gens. Puis à ce moment-là, j'étais loin de me douter que l'information qu'on devrait fournir sur cette maladie-là, ça allait demander autant de temps. Donc le premier dépliant avisait que c'était commencé dans le vache-veau. Début 2016, le premier cas qu'on peut dire répertorié, parce qu'à ce moment-là, on a même fouillé la littérature, puis quand je dis « on », les producteurs de bovins, les vétérinaires du MAPAC, on a fait le tour à peu près de l'Amérique du Nord pour se faire dire que finalement, personne n'avait jamais vu un cas semblable. Puis c'est peut-être vrai, puis c'est peut-être pas complètement vrai, mais dans la littérature, on ne trouvait pas de façon de se guider. Alors, ce que ça disait, le dépliant, entre autres, ça disait qu'au Québec, il y a déjà une enquête de prévalence qui avait été faite en 2015, en 2 parties, sur plus d'une centaine de troupeaux. Et puis, on estimait qu'environ 7% des troupeaux laitiers étaient contaminés ou avaient eu des contacts avec la bactérie. Dans le bœuf, on ne savait pas ce qui se passait. Aux États-Unis, on sait que le Salmonella Dublin est présent depuis quand même les années 70. En Europe, il y a plusieurs pays qui vivent avec ça. Donc, on sait qu'un petit peu partout ailleurs dans le monde, les gens sont habitués, c'est-à-dire qu'ils connaissent la bactérie, puis ils ont développé des méthodes pour contrôler sa propagation. Le cas qui nous touche était impressionnant. On parle de 40% de mortalité chez les veaux, puis ça fait parler beaucoup de gens. Puis, comme je vous disais, ben, il fallait fonctionner avec ce qu'on avait, puis essayer de calmer les gens en général, les producteurs, puis en même temps, essayer d'en tirer de l'apprentissage. Donc, le troupeau en question, ça ressemble à un troupeau assez conventionnel. On peut passer à la prochaine diapo. 90 vélages par année. 3 taureaux en service. Évidemment, il y en a qui étaient achetés, sinon les 3 là-dedans. C'est des taureaux qui avaient été additionnés au troupeau. 14 stars en élevage. Il y en a 3 qui avaient été achetés, des taures pur sang, durant l'automne précédent, qui avaient fait une petite visite dans une exposition agricole.
Ça allait super bien dans ce troupeau-là. Les 3 dernières années, ça, c'est les données qui m'ont été fournies par le vétérinaire traitant, praticien, vente de plus de veaux que de vêlage. Donc, ça allait vraiment bien. Début des vélages, début 2015. Ça vous donne une petite idée, tu peux-tu revenir de... Merci. Ça vous donne une petite idée de l'intensité des vélages? En l'espace de quelques semaines, il y a un paquet de veaux comme ça, puis on ne peut pas dire que ces veaux-là sont mal logés puis que l'hygiène est un problème. C'était un élevage qui était quand même plus que bien, je dirais, au-dessus de la moyenne. Le 25 décembre, le propriétaire n'en peut plus parce qu'il est rendu à 40 veaux qui sont malades. Ça fait de la fièvre. Le vétérinaire est appelé. À l'examen, le vétérinaire trouve pas vraiment qu'est-ce qui se passe. En réalité, ça semble être des pneumonies, mais c'est pas confirmable à l'auscultation. Puis, ça va vraiment mal à ce moment-là. Les premiers veaux meurent le 2 janvier. Pour vous donner une petite idée, ça, c'est un samedi. Puis, le samedi et le dimanche de cette fin de semaine-là, c'est 20 ou 22 veaux qui sont morts. Donc, c'est pressant de trouver quelque chose. Il y a eu des autopsies de faites à la ferme. Le vétérinaire était très proactif, selon mon analyse. Puis, il n'y a rien qui sautait aux yeux. Puis, c'est ça, du salmonella du blin. Si des gens vous disent « Ah oui, moi, j'en ai eu chez nous », demandez-leur s'il y a des examens de laboratoire. Parce que le 5 janvier, il y a des veaux qui sont allés au laboratoire, puis c'est là où est-ce que le diagnostic a été fait, parce que sinon, c'est pas marqué. C'est pas marqué sur le front du veau, puis c'est pas marqué à l'intérieur non plus si on l'ouvre. Ça prend des analyses de laboratoire. Ce qui était remarquable dans ce cas-là, puis ce qui est typique au salmonella du blin, c'est que les traitements aux antibiotiques étaient peu efficaces. Ça, c'est une piste. Quand on a de la mortalité, quand on traite aux antibiotiques, puis que ça ne donne pas plus de résultats, les veaux sont abattus, ils font de la fièvre, et il faut penser à cette maladie-là, même si ce n'est pas la seule. Puis, comme je vous dis, si on n'a pas d'analyse de laboratoire, on ne peut rien confirmer. Dans ce cas-là, comme j'avais écrit en bas, le reste du troupeau, parce qu'il y avait quand même 90 vaches, il y avait des génisses, il y avait des veaux d'embouche qui avaient pas plus que 4 mois d'âge, quelques-uns qui étaient plus jeunes, là, ça allait super bien. Tout le monde allait super bien, il n'y avait aucun problème. Finalement, le troupeau a été envoyé à l'abattage pour différentes raisons. Puis c'est importante, ces raisons-là. Puis ces raisons-là étaient valables à ce moment-là. Puis peut-être que ça serait différent aujourd'hui. On ne sait pas. On espère qu'on n'aura pas à le revivre. Mais c'était impossible de sécuriser la mise en marché de ces animaux-là, même si la plupart, si on ne pense pas aux veaux, la plupart des animaux étaient tout à fait salubres. Les vaches étaient tout à fait aptes à la reproduction. Mais la mise en marché des bovins étant ce qu'elle est au Québec, c'est impossible d'être biosécuritaire dans cette façon de faire. L'absence de référence scientifique ne permettait pas de diriger le producteur parce que lui, il voulait lâcher, puis personne n'était capable de lui dire « l'année prochaine, ça va aller mieux ». On ne sait pas. On n'avait pas de référence. On n'était pas capable de s'accrocher à rien. Puis là, la troisième raison est vraiment importante, c'est qu'à ce moment-là, on n'a aucune idée combien de troupeaux vaches-veaux sont contaminés au Québec. Est-ce qu'il est le seul? Est-ce que c'est le début? Puis est-ce qu'on prend le risque d'étendre ça? Le secteur a été interpellé, puis il était inquiet. Donc, finalement, les animaux ont tous été à l'abattage de façon sécuritaire. À part les veaux qui sont morts, les 40 %, il y en a à peu près 20 % qui ont gardé des séquelles graves, qui étaient des arthrites. Il y a plusieurs veaux qui étaient sur 3 pattes. Moi, je me souviens, Nathalie en parlait au niveau du transport. Je suis allé superviser un transport, puis il y avait 30 ou 40 veaux dans la remorque. Puis il y en avait 3 ou 4 qui étaient sur 3 pattes. Fait que ceux-là, ils ont été redescendus à la ferme, puis ils ont été euthanasiés. Donc, le reste des veaux, c'était surprenant. Après l'épisode, après un mois et demi, où est-ce qu'ils ne prenaient aucun poids, puis ils étaient moribonds, finalement, ils se sont mis à se développer, à engraisser. Puis ces veaux-là, il y avait du bon sang à peu près 3 mois plus tard. Le nettoyage, la désinfection des lieux, ça a été fait. Puis ça a été inspecté par l'inspection du MAPAC, puis ça a rencontré les normes. C'est quelqu'un qui s'y connaissait un peu en lavage, désinfection, parce qu'il avait déjà fait du porc avant. Donc ça, c'est extrêmement bien fait, puis actuellement, l'endroit au complet est considéré comme sécuritaire. Pour finir sur la maladie comme telle, ce qu'on disait dans notre pamphlet,
Non, il ne fallait pas que je dise pamphlet. Je savais que j'allais le dire. Hein. Sur notre dépliant. Dans notre dépliant, c'est qu'on connaît la bactérie depuis 2011 au Québec. Ça a commencé dans le veau lourd. Ça s'est étendu, je vais avoir un petit graphique après, ça s'est étendu au laitier, puis ensuite au vache-veau. Et puis, des salmonelles, je ne sais pas si vous avez une idée comment il y en existe dans le monde. Des salmonelles, c'est très présent dans l'environnement. Quand on fait des intoxications alimentaires, souvent, c'est des salmonelles. Tout le monde est un petit peu au courant de ça. Il y en a 2500 sérotypes différents. Ils se comportent à peu près tous de la même façon. Seule chose, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont décidé de s'adapter à un autre en particulier. C'est le cas du blin. Lui, il s'est adapté au bovin. Il se retrouve bien chez le bovin, puis il est capable de vivre là, souvent pendant la vie complète de l'animal, sans causer de symptômes apparents. Il y en a qui sont adaptés au porc. Il y en a un qui est adapté à l'espèce aviaire aussi. Les signes cliniques, généralement, contrairement à la plupart des salmonelles qui vont causer des fortes diarrhées, ce n'est pas le signe prédominant dans le Dublin. Ça va être plus des animaux qui sont abattus puis qui semblent souffrir de problèmes respiratoires. Puis surtout, ça va mourir. L'animal adulte est beaucoup plus résistant. Puis ça, c'est important dans les mesures de biosécurité qu'on va parler, c'est qu'il faut avoir juste assez peur, mais pas trop peur. L'animal adulte qui a un bon système immunitaire, il est assez résistant. Ça prend une dose infectante. Je ne sais pas si vous avez une idée combien que ça prend de bactéries pour infecter un animal, là, mais c'est 10 à la 8 bactéries. Ça, c'est 100 millions de bactéries. C'est pas 3-4 colonies. Là. C'est à peu près l'équivalent d'un gramme de fumier d'un animal qui est en phase clinique de la maladie. Donc, ça prend du fumier. C'est une transmission qui est fécale-orale. La cause la plus fréquente d'introduction de Salmonella Dublin dans un troupeau, ça c'est très important que vous vous rappeliez, c'est généralement l'introduction d'un animal qui provient d'un troupeau infecté. Je dis bien qui provient d'un troupeau infecté parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, c'est le statut du troupeau qui est plus important que n'importe quoi. Ça, c'est en date du 30 juin 2016, la progression de Salmonella Dublin. En 2011, on avait seulement du veau lourd qui était affecté. 2012, les premiers troupeaux laitiers, qui est la partie verte. Ensuite, ça continue de progresser. En 2015, ça a donné un bon coup. Là, on s'est mis à rencontrer des cas cliniques. On s'est mis à en trouver du côté du dépistage. Puis 2016 se rajoute le vache-veau. Puis si je vous disais qu'aujourd'hui, là, la ligne de 2016 dépasse beaucoup celle de 2015. Parce que cet automne, on a eu une éclosion. Là. Beaucoup de cas laitiers, beaucoup de cas dans le dépistage. Les gens s'interrogent, puis ils sont inquiets, testent des troupeaux, testent des animaux, puis on en trouve. Donc, ça continue de progresser. Ça, c'est inquiétant aussi. Puis c'est une des raisons pourquoi il faut s'en occuper. Puis ça, c'est la progression côté humain. Puis, bizarrement, avant 2011, il n'y en avait à peu près pas de cas humains. Depuis 2011, il y a une progression. Puis, on me dit que 2016, qui n'est pas là-dessus encore, si la tendance se maintient, va dépasser 2015. Ce qui est inquiétant sur ce tableau-là, c'est la ligne rouge. La ligne rouge représente le pourcentage des souches qui sont multirésistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire résistantes à 3 familles ou plus d'antibiotiques. Puis, dans les premières années, 2011, 2012, 2013, ça représentait moins de 50 % des souches isolées, alors qu'en 2015, presque toutes les souches étaient multirésistantes. Ça veut dire qu'une personne malade de Salmonella Dublin, qui arrive à l'hôpital, généralement, elle ne réagira pas au premier traitement d'antibiotiques. Puis souvent, elle ne réagira pas au deuxième non plus. Puis c'est là que les médecins vont commencer à se gratter la tête, puis vont faire une petite enquête, puis vont peut-être penser que ça peut être quelque chose comme le Salmonella Dublin, dans certains cas. Puis ça prend des antibiotiques de très haute gamme. Alors, c'est le même problème qu'on a en production animale. Si on fait le transfert, le switch vers la biosécurité, ces 4 questions-là, je me mettais dans la peau d'un producteur, puis je pense que je voudrais avoir des réponses à ces 4 questions-là. Est-ce que la bactérie est présente dans mon troupeau? Si jamais elle est présente chez nous, ça va-tu fesser aussi fort que le cas qu'on a vu en 2016? Comment je fais pour éviter de contaminer mon troupeau? Puis est-ce qu'un jour, si on fait attention, puis si on travaille fort, est-ce qu'on va l'éliminer, cette bactérie-là? Un premier élément de réponse, avant de commencer, sur la prochaine diapo, c'est que la biosécurité fait partie de toutes ces réponses-là. Puis le terme biosécurité, vous êtes peut-être
tanné pour certains d'en entendre parler. Je veux juste vous dire que vous commencez juste à en entendre parler. Puis le terme, il ne devrait pas vous faire peur parce que vous en faites quotidiennement de la biosécurité. C'est tout simplement comment gérer puis comment prévenir les risques biologiques. Puis les risques biologiques, c'est les maladies qui sont contagieuses, les pathogènes. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on peut trouver bien des définitions, mais ça vise à prévenir les risques de transmission des maladies infectieuses. Pareil, comme vous allez faire de la prévention au niveau de l'entretien des machineries, c'est exactement la même chose. On en a passé une, je pense. Ah ouais? Ah, je le sais plus loin, j'ai changé, mais je l'ai changé hier. Alors, je veux commencer à répondre aux questions dans l'ordre inverse. Donc, la quatrième, est-ce qu'on va réussir à l'éliminer? C'est non. Donc, raison de plus de commencer à penser à la biosécurité parce que c'est une maladie qui est impossible à éradiquer pour différentes raisons. Premièrement, il n'y a aucun test qui est assez sensible pour détecter tous les animaux. Puis j'imagine, sans avoir vérifié, que certains autres pays ont peut-être essayé de le faire, mais j'ai pas connaissance de personne qui a réussi, ce qui fait qu'à peu près tous les pays dans le monde vivent avec cette bactérie-là. On est pratiquement chanceux de ne pas en avoir eu jusqu'en 2011. Non, on ne peut pas l'éradiquer, mais on peut prévenir la propagation d'un troupeau à l'autre si on applique certaines mesures de base. On peut prévenir la propagation à l'intérieur d'un troupeau, même s'il y a un test positif qui sort chez vous, il y a des mesures à prendre pour éviter que ça se propage dans un troupeau. On peut prévenir la contamination de son troupeau. On peut faire diminuer la prévalence dans un secteur de production. Puis ça, il y a plusieurs pays qui l'ont démontré ailleurs, comme le Danemark, entre autres, avec des programmes incitatifs où est-ce que des prévalences de 10, puis de 12, puis de 15 % se sont mis à baisser, à diminuer. Puis je vous expliquerai tantôt pourquoi. Puis on peut faire diminuer aussi la prévalence à l'intérieur de son troupeau. Bien, la réponse est un petit peu là, c'est il y a une particularité dans Salmonella Dublin, c'est que la bactérie est adaptée à son hôte. Puis le bovin peut être excréteur de la bactérie pendant toute sa vie, sans qu'on s'en aperçoive. Il y a des chiffres, par contre, qui sont importants de savoir, c'est que si un animal est malade de Salmonella Dublin, il y a 18 % de chances de demeurer un porteur à vie. Ça, c'est beaucoup. Si l'animal est infecté, mais qui ne démontre pas de symptômes cliniques, il n'en est pas malade, donc sa santé est bonne, il y a 1,5 % seulement des chances de demeurer porteur. Donc, si on met en place ce qu'il faut dans l'intérieur du troupeau pour limiter l'expression des cas cliniques, tôt ou tard, la bactérie va disparaître sans qu'on s'en rende compte. Il y a des bonnes chances. Ça, c'est le diapo que j'avais changé de place. Ça fait que on n'a pas le choix de penser biosécurité parce que le traitement, j'en ai parlé tantôt, ça ne se traite pas bien. C'est une bactérie qui est multirésistante, puis c'est une bactérie qui est envahissante dans l'organisme aussi. Donc, il va causer des lésions au foie, des lésions aux reins, des lésions un peu partout qui vont laisser des séquelles. Ça ne se traite pas bien. Puis l'éradication, c'est impossible. Comment éviter de contaminer mon troupeau? Biosécurité externe. C'est là, Nathalie, où est-ce que je vais plugger notre pancarte? L'important dans cette pancarte-là, c'est vraiment plus... Ben, merci Nathalie. Merci Magdalena. La partie de gauche est vraiment importante. Si vous cherchez une raison pour empêcher les gens de rentrer chez vous, comme rentrer dans un moulin, là, ben, elle est là. Vous avez juste à inscrire un numéro de cellulaire là, puis si vous n'avez pas demandé à quelqu'un de venir chez vous, ben, il faut qu'il vous appelle avant de rentrer. Si le stop n'est pas assez gros, parce que c'est sûr qu'il n'est pas assez gros, vous pouvez en mettre un plus gros. Puis s'il n'est encore pas plus gros, mais vous pouvez l'amener lire la pancarte. Fait que ça, partout où j'ai mis des flèches rouges, c'est pour faire le lien avec le cas qu'on a eu. Évidemment que chez ce producteur-là, comme à bien des endroits, tout le monde rentrait dans les bâtiments comme dans un moulin. Ça, c'est évident. La partie de droite est importante aussi parce que ça met en évidence les mesures de base. Cette bactérie-là se transmet par voie fécale orale. Il ne faut pas transporter de marde d'une place à l'autre. C'est aussi simple que ça. Puis si vous avez le choix entre vous laver puis vous désinfecter, là, ben, commencez par vous laver. Parce qu'un désinfectant sur de la marde, ça ne fait rien. Donc, dans les mesures générales, on va parler de propreté. On va parler de changer de vêtements si on a des contacts directs avec les animaux, étroits, ou des contacts directs avec les aires de production. Puis ensuite, on va parler de désinfection, surtout
quand on a affaire à des cas cliniques potentiels, des élevages infectés. Fait que, minimalement, ne pas transporter de fumier. Des pancartes, il y en a de disponibles ici. Nathalie en a une pile. On avait fait faire entre 5 et 6 000. Donc, tout le monde devrait en avoir une. Prévenir l'introduction dans un troupeau par des achats judicieux, bon, ça fait des années, je pense qu'on en parle. Puis on a peut-être maintenant un petit peu plus de poids. Dans ce troupeau-là, il y avait eu des achats de taureaux, des achats de femelles de remplacement, puis des achats de petits veaux de remplacement pour remplacer des veaux des mortalités à la naissance. Dans le dépliant qu'on a envoyé, on a dit que c'était une mesure à proscrire, d'acheter un petit veau de remplacement. C'est encore une mesure à proscrire, sauf si le troupeau d'origine a un statut. C'est-à-dire, est-ce que lui, il sait s'il a la bactérie chez lui ou pas? Il peut faire des tests, il peut faire des dépistages des tests de dépistage, puis il peut avoir une assurance qui se rapproche de 100%, de dire probablement que la bactérie n'est pas chez nous. On ne peut jamais affirmer à 100%, mais le troupeau peut avoir ce qu'on appelle un statut à faible risque. Donc, toutes ces analyses qu'il a fait faire sont négatives, puis surtout, il applique des méthodes de biosécurité. Parce qu'un statut de troupeau, c'est bon aujourd'hui, puis c'est peut-être pas bon demain si on s'en va s'acheter un animal, puis qu'on ne prend pas les précautions nécessaires. Je sais, pour avoir été en pratique pendant 34 ans, que c'est à peu près, je dirais pas impossible, mais c'est très difficile de demander à un acheteur de s'informer du statut sanitaire du troupeau où il achète son animal. Je sais que c'est difficile. Moi-même, j'aurais de la difficulté à le faire. Puis la réponse qu'on peut avoir, ça peut être un paquet de menteries, comme ça peut être une vraie réponse. Fait que de ce côté-là, moi, je pense que les vendeurs ont leur bout de chemin à faire, montrer qu'est-ce qu'ils font pour donner confiance à l'acheteur, puis l'acheteur a son bout de chemin à faire aussi, puis ça va finir par être accepté qu'on n'achète pas sans savoir. Ça s'en vient, tranquillement, mais ça s'en vient. Ensuite, s'il n'y a pas possibilité d'avoir un statut du troupeau d'origine, là, on va tester l'animal qu'on achète parce que c'est pas mal mieux que rien. Puis, ce qui est reconnu actuellement, c'est pour Salmonella Dublin, 2 prises de sang à 30 jours d'intervalle. Ce qu'on va mesurer, c'est les anticorps. Puis, si l'animal a des anticorps contre Salmonella Dublin, ça veut dire qu'il y a eu un contact. On ne peut pas savoir s'il est porteur à vie ou pas. Ça, on ne pourra pas le savoir. Dépendamment de la longueur de la quarantaine qu'on peut faire à l'étable, on peut retester un animal porteur. On peut le retester au bout de 3 mois, on peut le retester au bout de 6 mois. Des fois, c'est faisable, des fois, c'est pas faisable. Mais tester avant d'acheter, c'est une chose. Puis ensuite, isoler ce qu'on appelle une quarantaine qui ne dure pas 40 jours, mais de 2 à 4 semaines après l'achat, c'est important. C'est important pas juste pour Dublin, c'est important pour les problèmes respiratoires, c'est important pour beaucoup de choses. Alors, la deuxième question, est-ce que ça frappe toujours aussi fort? Ben, c'est non. C'est non parce que, je ne sais pas si j'ai un autre diapo qui parle de ça. Ben oui. On va aller à la flèche du bas. C'est non parce que les mises en garde à propos de Salmonella Dublin, la première mise en garde, c'est ne pas acheter un animal qui provient d'un troupeau infecté. La deuxième mise en garde, c'est assurez-vous du statut sanitaire de votre troupeau. Parce que Salmonella Dublin, il ne saute pas ces animaux puis sur le monde pour rien. Les animaux ont un système immunitaire, puis s'il est tout seul à travailler, il va peut-être s'attaquer aux veaux, mais il va avoir quand même de la difficulté, puis il va avoir encore plus de difficulté à s'attaquer aux adultes. Donc, dans le cas qu'on a eu, il n'y avait pas de vaccination préventive dans le troupeau. Puis les analyses subséquentes qu'on a fait, l'expertise sur le cas, ont démontré que le virus du BVD se promenait dans le troupeau. C'est très facile de penser que ça a été le facteur déclenchant, puis que ça a été ce qui a fait que le cas a été aussi explosif. Parce que depuis ce temps-là, on a quand même quelques épreuves sérologiques de dépistage dans d'autres troupeaux qui nous disent que la bactérie est présente ailleurs aussi, et puis ça ne cause pas ce genre de cas-là. Alors, la biosécurité interne, c'est ce que vous pourrez faire à l'intérieur de votre troupeau, de votre élevage, puis ça, c'est
c'est personnalisé. Il y a des grandes lignes, mais c'est personnalisé à chacun selon sa façon de faire, selon le nombre de bâtiments, selon le genre d'élevage qu'il y a. Donc, ça, avec le médecin vétérinaire praticien, c'est ce qu'on travaille actuellement, c'est de développer des protocoles de biosécurité interne. Mais les grands points s'adressent à ce qui se passe autour du vêlage, l'environnement du jeune veau, parce que les jeunes veaux, là, c'est les incubateurs à Salmonella Dublin. Un petit veau, ça a un métabolisme qui est extrêmement rapide, beaucoup plus qu'un adulte. Puis les bactéries aiment ça, parce que ça roule là-dedans, puis ça se développe rapidement. Puis des jeunes veaux, ça liche tout. Puis les jeunes veaux, ça se tient en groupe. Fait que ça, c'est important, c'est de là que ça va partir. La transmission des bactéries par des vecteurs physiques, bien, dans ce cas-là, à un moment donné, entre Noël et le jour de l'an, là, il y avait 50 veaux qui gavaient à tous les jours, parce qu'il y avait l'air fou. Fait que vous vous imaginez comment il a transmis le microbe si les veaux ne l'avaient pas toutes. Dans ce cas-là, probablement, les veaux l'avaient tout, le microbe. Mais si vous avez un seul veau malade, c'est une règle de base de ne pas gaver ce veau-là puis aller en gaver un autre ensuite avec le même équipement. Fait que ça, c'est de la biosécurité interne. Puis ça, c'est avec l'aide d'un vétérinaire praticien que vous allez développer des connaissances là-dedans, puis des applications qui sont personnalisées pour vous autres. Puis la dernière question, est-ce que ces bactéries présentes dans mon troupeau? Bien, ça, tout le monde peut se poser la question, puis tout le monde peut avoir une réponse. Il s'agit de faire des tests sérologiques. Tu peux y aller à la prochaine. Alors, ce qui est généralement accepté actuellement, parce que je vous dis actuellement parce que les choses changent. Je vous l'ai dit que dans le vache-veau, dans le bœuf en général, on n'a pas de référence. On apprend, puis on apprend presque à chaque jour actuellement. Plus il se fait de dépistage, plus on se rend compte de choses qu'on ne connaissait pas. On sait en général comment la bactérie se comporte dans le laitier, mais une vache à bœuf, ce n'est pas une vache à lait. Ça, c'est très différent. Dans le cas qu'on a eu, 100% des veaux ont été malades. Il y avait 90 vaches là-dedans. Là. Moi, j'ai échantillonné 8 vaches qui ont eu des veaux malades, puis il n'y en a seulement qu'une qui était positive. Donc, des vaches à bœuf, ce n'est pas des vaches à lait. Puis, les tests de dépistage qu'on peut faire, est-ce qu'ils vont donner les mêmes résultats que dans le laitier, puis est-ce qu'il va être aussi fiable? On ne le sait pas pour l'instant, mais on travaille avec ce qu'on a. Ce qu'ils font sur l'enquête de prévalence, qui considère que le maximum de sensibilité, c'est 10 à 15 sujets d'un même troupeau. Si tout le monde est négatif, votre troupeau est à faible risque d'avoir la bactérie. Couplé au fait qu'on n'a pas de signe clinique. Il y a possibilité, ça a été développé quand même dernièrement, dans les derniers 3-4 mois, de grouper des échantillons, ce qu'on appelle des pools, pour diminuer les frais. Les frais d'analyse. Alors, si on a 5 échantillons groupés puis qui sont négatifs, puis ça vient de coûter une analyse au lieu de 5, puis ça vient de régler le cas, ça prend un minimum de 2 pools de 5 échantillons. Sensibilité du test, c'est 95%, puis c'est ça prend 100% des résultats négatifs. C'est une chose importante pour partir. Mais si on fait des tests puis qu'on ne s'occupe pas de biosécurité, bien, je vais vous dire, dépensez votre argent ailleurs. Ça ne donne rien. Donc, le goulot d'étranglement, souvent, c'est plus les habitudes qu'on a. Puis, si on ne change pas nos habitudes, il y en a d'autres qui vont changer. Puis, nous autres, on va peut-être être plus à risque aussi. Et ce qui est difficile un petit peu à mesurer quand on se met à vouloir contrôler une maladie du genre, c'est les gens qui vont se mettre à tester. S'ils trouvent très peu d'animaux positifs dans leur troupeau puis qu'ils décident qu'ils règlent ça rapidement, puis qu'ils envoient la vache positive à l'abattoir ou à l'encan, généralement, elle passe par l'encan, elle ne va pas directement à l'abattoir. Elle ne l'a pas écrit dans le front, cette vache-là. Là. Elle semble très normale. Donc, c'est sûr qu'elle va se ramasser dans un autre élevage. Donc, c'est à tous et chacun d'être sur ses gardes puis de faire attention à ce qui rentre chez soi puis faire au minimum une quarantaine avec des tests. S'il n'y a pas eu de test avant l'achat, bien, il y a possibilité de faire 2 tests à 30 jours d'intervalle pendant qu'elle est en quarantaine chez vous. Puis, c'est une bactérie qui est très sensible aux désinfectants. Donc, si l'animal s'est avéré positif puis qu'il s'en va, vous pouvez désinfecter l'environnement. Puis, généralement, ça va être safe. C'est pour dire que nous autres, dans le bovin, je sais qu'à Longueuil,
Côté biosécurité, on se fait regarder de travers parce qu'on n'a à peu près rien de fait par rapport aux autres productions, comme le porc et la volaille. Mais si tu passes à la dernière diapo, eux autres, ils ont réagi à des situations qui les ont mis en danger. Fait qu'il s'agit juste de décider si nous, on est rendu là aujourd'hui, si cette situation-là nous met en danger. Puis la réponse, c'est probablement que oui, maintenant, on a une raison de plus de s'occuper de biosécurité parce qu'on sait que c'est par là que ça se règle. Fait que je pense qu'on est rendu là, puis on l'adresse au moment où on en est rendu là, comme les autres secteurs de production l'ont fait. Je pense que c'était la dernière. Je vous remercie beaucoup de votre attention.